Bonjour et bienvenue dans votre quotidienne Smartech. Cette émission, vous le savez, est dédiée à l'innovation dans tous les domaines et aussi aux questions que pose la société numérique. Alors je commencerai par l'interview d'un protagoniste d'une alliance qui devrait en tout cas permettre à la France de gagner des positions dans la course aux véhicules autonomes. Ce sera le sujet que j'aborderai avec mon premier invité, Étienne Hermite de Navia, dans quelques instants. Et puis au cœur de cette émission, je tâcherai de demander à mes spécialistes qui vont bientôt arriver en plateau de répondre aux questions que vous avez posées sur l'ARN messager. Comment ça marche? Est-ce efficace? Y a-t-il des risques? Est-ce le futur de la santé? Et donc en plateau, nous aurons l'immunologue spécialiste de l'ARN Steve Pascolo et l'économiste expert de la santé Frédéric Bizard. Et puis nous retrouvons notre rendez-vous avec l'alerte cyber. On prendra des nouvelles du cybercrime avant de conclure par notre opération Smartech contre Covid. Vous savez, comme nous sommes engagés pour la mise en lumière de technologies qui peuvent nous aider à sortir au mieux et au plus vite de cette crise sanitaire. Mais tout de suite, donc place à l'interview. Alors dans cette interview, nous allons parler du projet de véhicules autonomes de nouvelle génération. Bonjour Étienne Hermite. Bonjour. Vous êtes président du directoire de Navia, c'est une entreprise française spécialisée dans la fourniture de systèmes de conduite autonome. C'est aussi la première société à avoir mis en circulation une solution de mobilité autonome en France avec sa navette. Et si vous êtes là aujourd'hui, c'est parce qu'il s'est passé quelque chose d'important pour votre société lyonnaise, mais plus largement pour notre avancée dans la conduite autonome. C'est une alliance avec un grand partenaire, REE Automotive, une société israélienne qui a récemment été introduite au Nasdaq, valorisée 3,6 milliards de dollars. Alors expliquez-nous que va permettre ce contrat. Alors en fait, notre modèle est en train d'évoluer. On a commencé, comme vous l'avez dit, avec une solution tout en un et une navette qui était fabriquée par Navia, qui est un excellent support de développement de nos technologies. Et maintenant, on passe la vitesse supérieure et donc on a trouvé très intéressant de s'associer avec REE Automotive, qui développe un système tout à fait révolutionnaire de technologie automobile électrique qui consiste en un plancher, ce qu'on appelle un skateboard, et toutes les fonctions critiques automobiles, donc de freinage, de suspension, de direction, de contrôle, sont dans les passages de roues. Ce qui fait que vous avez une flexibilité totale pour concevoir ce qui va aller au-dessus et donc tous les usages à la fois pour du transport de passagers, du transport de biens, pour de la logistique, pour de la livraison, enfin tout type de véhicules et sur lesquels nous on va mettre notre système de conduite autonome. Et donc vous avez... Parce que juste ici on était limité dans l'innovation à cause du plancher. Dans l'industrie automobile, qui est une industrie centenaire, elle a toujours été sous contrainte du fait de l'emplacement des fonctions critiques de la conduite. Et aujourd'hui, avec l'évolution de ces technologies et avec les technologies électriques, on est capable, ou en tout cas REE Automotive, notre partenaire, est capable d'avoir un concept qui est beaucoup plus versatile. Et donc, on a vraiment la rencontre de deux révolutions. Une révolution automobile au sens propre, c'est-à-dire comment est-ce qu'on conçoit des véhicules électriques, et une autre révolution qui est celle à laquelle Navia contribue, qui est la conduite autonome. Et donc, on va ensemble avoir la possibilité de développer des véhicules, tout type de véhicules, tout type de form factor qui vont pouvoir rouler. Qu'est-ce qu'on peut imaginer justement comme nouveau form factor en fait, vous allez avoir beaucoup plus de types de véhicules en plus petite série. Pourquoi? Parce que à chaque usage va correspondre son véhicule. Pour le transport de passagers, par exemple. Si vous prenez le transport de passagers, jusqu'à présent, le format, c'était le bus. Et globalement, le bus 12 mètres. Pourquoi 12 mètres? Parce qu'il faut mettre beaucoup de gens dans le bus. Pourquoi? Parce qu'il faut payer le chauffeur. Et donc, d'avoir un chauffeur qui conduit uniquement quelques personnes, ça n'a pas de sens. Avec la technologie de conduite autonome, vous n'avez plus cette question-là. Et donc, vous allez avoir des besoins, un appel d'air pour des véhicules absolument considérable pour transporter 5 personnes, 8 personnes, 10 personnes, 12 personnes, 15 personnes. Et donc, avec un continuum. Là où, dans le monde du passé, entre guillemets, vous aviez un nombre beaucoup plus réduit de types de plateformes pour des usages.
Et alors vous parlez d'un projet dans l'autonomie, la conduite autonome de niveau 4, c'est-à-dire qu'on n'est pas obligé d'avoir quelqu'un derrière le volant, c'est ça? Absolument. Alors vous avez 5 niveaux d'autonomie. Le niveau 5 étant le niveau ultime, qui est un petit peu théorique pour l'instant, dans lequel la technologie va remplacer le conducteur humain dans tous les cas. Et le niveau 4, c'est le niveau juste en dessous, dans lequel la technologie va remplacer le conducteur dans certains cas, c'est-à-dire dans des cas qui sont définis à l'avance, qui sont un peu contraints en termes de vitesse, de complexité de l'environnement, de météo, un certain nombre de facteurs, mais à l'intérieur de ce domaine de vol, si je puis dire, la technologie garantit qu'elle est capable, en toute sécurité, de conduire sur un trajet. Voilà. Et donc, ça, c'est le... On l'imagine notamment pour les véhicules personnels, par exemple, au moment où on va laisser sa voiture retourner tout seul dans son garage, sur un transport collectif, donc ça va être vraiment un trajet prédéfini. Exactement, sur un transport collectif, ça va être typiquement une ligne de bus, le premier et le dernier kilomètre. Mais pas forcément sur des rails, elle sera quand même confrontée à la circulation d'autres véhicules. Dans un système ouvert à la circulation, ça peut tout à fait fonctionner. Simplement, ce que ça ne fait pas, c'est le trajet de la porte de chez vous à n'importe où. Parce que ça, c'est du niveau 5 et que vous avez un nombre de situations qu'aujourd'hui la technologie n'est pas capable de couvrir à un coût raisonnable. Donc le niveau 4, c'est tout simplement et naturellement, j'allais dire, le niveau de conduite autonome par lequel on va commencer. Et donc aujourd'hui, ça paraît encore assez invraisemblable, mais en fait, très rapidement, vous allez monter dans des objets que vous ne connaissez pas encore, qui sont des véhicules et avec lesquels vous allez faire 1, 2, 3, 4, 5 km pour compléter un trajet, ou sur lequel vous allez vous déplacer dans un parc d'attractions, dans un campus, dans un site industriel. Donc ça arrive, et le partenariat qu'on fait, il permet d'accélérer ça. Et alors justement, quand vous dites très bientôt, qu'est-ce que ça veut dire en termes d'échéance? Là, vous venez de signer ce partenariat avec RIE Automotive. Quand est-ce qu'on va voir arriver ces nouveaux types de véhicules autonomes niveau 4? On va avoir des prototypes dès la fin de cette année, donc dès fin 2021, on va avoir des prototypes du skateboard, de la planche qui va rouler toute seule avec la technologie Navia. Et puis ensuite... c'est charge aux constructeurs d'adopter ces technologies, c'est ça? Et ensuite, on va mettre des projets dessus. Il y a des projets, c'est-à-dire des cabines qui vont se mettre pour transporter des passagers dans telle et telle configuration ou adresser des usages logistiques. Donc ça, on va dire, c'est dans quelques dizaines de mois. Merci beaucoup Étienne Hermite, président, je rappelle, du directoire de Navia. Merci de nous avoir parlé de cet avenir de la voiture autonome dans laquelle donc la France a une place à prendre. C'est l'heure de notre talk sur l'ARN messager et la réponse à vos questions. Alors pour répondre à vos questions sur l'ARN messager, qu'on peut aussi appeler ARNM, et la technologie qui est embarquée dans les vaccins de toute dernière génération, Smartech a réuni deux experts, le professeur Frédéric Bizard qui est installé à mes côtés, économiste, spécialiste des questions de santé et de protection sociale, professeur d'économie et fondateur, président de l'Institut Santé. Je l'interrogerai notamment sur l'avenir de cette technologie et la stratégie nationale et même européenne à mettre en place dans ce nouveau monde pandémique. Avec nous également en visio, le docteur Steve Pascolo, immunologiste et spécialiste de l'ARN messager. Aujourd'hui, vous êtes chercheur à l'hôpital universitaire de Zurich et dirigeant de la société suisse Messer Pharma, mais vous êtes surtout l'un des 3 cofondateurs de la biopharma allemande CureVac, connue à l'origine pour son expertise sur la technologie de l'ARN utilisée en cancérologie. Alors depuis la pandémie, c'est surtout de son vaccin anti-Covid que l'on parle, dont l'homologation par l'Agence européenne du médicament est attendue pour le mois de juin. Donc vous l'aurez compris, le docteur Pascolo est un spécialiste depuis presque toujours de l'ARN messager. On va démarrer d'ailleurs d'abord avec le docteur Pascolo parce que j'ai reçu quelques questions des internautes qui suivent Smartech et qui s'interrogent déjà sur la première question à se poser évidemment. Typiquement, c'est Dominique qui nous dit d'abord qu'est-ce que c'est l'ARN, comment ça fonctionne, et Julien précise sa question en disant quelles sont les différences avec l'ADN.
Merci pour la question. Ça me permet aussi de faire un petit historique parce que l'histoire de l'ARN messager est une histoire française, totalement française. L'ARN messager a été découvert en 1961 par François Jacob et Jacques Monod, qui ont eu le prix Nobel en 1965 pour la découverte de l'ARN messager. Donc l'ARN messager est une photocopie d'un gène qui est dans l'ADN. Donc l'ADN, c'est dans les chromosomes, c'est dans le noyau de la cellule. Et les gènes qui sont contenus dans l'ADN sont photocopiés, on appelle ça une transcription, en ARN messager. L'ARN messager sort du noyau de la cellule et est traduit en protéines, comme on le voit sur la photo de gauche. Vous voyez une cellule, le noyau est en jaune. Dans le noyau, il y a l'ADN et vous voyez ce fragment en rouge. C'est l'ARN messager qui est une photocopie de certaines parties de l'ADN. Et ce fragment rouge, vous voyez, va sortir du noyau jaune, aller dans le cytoplasme qui est en bleu. Et là, dans le cytoplasme, l'ARN est lu et donne des protéines. Donc à droite, vous voyez un équivalent avec une cuisine, disons. L'ADN est un livre. Les RNA polymérases qui font l'ARN en rouge sont des photocopieuses. Et ensuite, donc, cette photocopie, cet ARN messager est lu comme un cuisinier lit une recette et donc fait un gâteau qui est la protéine. Ce qui est important de signaler, c'est que cette molécule d'ARN messager que vous voyez en rouge est ensuite dégradée. Une fois qu'elle a été lue, le cuisinier la jette à la poubelle. Donc une fois qu'elle a été lue, la cellule détruit l'ARN messager, ce qui est un gage de sécurité quand on fait des thérapies à base d'ARN messager qu'on administre, parce qu'effectivement ce qu'on administre est détruit, éliminé de l'organisme, ne laisse pas de traces. C'était très clair, merci beaucoup. Alors, on a entendu notamment que c'était une technologie française, nationale, à l'origine. Et pourtant, on n'a pas de vaccin français encore aujourd'hui. Alors, Frédéric Bizard, quelle est l'explication? Qu'est-ce qu'on a raté? Non, mais c'est assez extraordinaire comment est-ce que c'est pas le seul domaine. Comment est-ce que l'absence de la France dans la recherche, enfin pas dans la recherche, mais enfin en tout cas dans la capacité à trouver un vaccin ARN messager est illustrative de l'état véritablement de notre recherche et de notre industrie pharmaceutique. On a vu que de notre système de santé qu'on pensait le meilleur au monde, finalement il y avait quand même beaucoup de choses à repenser. Notamment on n'a pas de santé publique, on a un système de soins, on a des hôpitaux, mais on n'a pas de santé publique. Et bien là, on a vu comment est-ce que notre industrie pharmaceutique qui était la première en Europe, on était le premier producteur de médicaments jusqu'aux années 2008. Quand vous êtes le premier producteur, c'est que déjà votre recherche plutôt va bien, c'est-à-dire que, parce on verra tout à l'heure, mais c'est un écosystème en fait, de la recherche à la production, vous créez des écosystèmes et c'est ce qu'il faut créer avec l'ARN messager. Aujourd'hui, nous sommes numéro 5, d'accord? Donc en 10 ans, on s'est effondré. Pourquoi est-ce qu'on s'est effondré? En effet, il faut aller jusqu'au niveau, au début de la chaîne, qui est la recherche fondamentale. La France, de façon assez curieuse, et c'est là où on voit qu'il n'y a pas de responsabilité politique immédiate, il y a une responsabilité politique depuis 20 ans, on a désinvesti dans la recherche médicale. On investissait dans les années 2000 à peu près 3,5 milliards par an d'argent public pour inciter à la recherche fondamentale. On est descendu à 2,5 milliards, là où les Allemands ont fait l'inverse, où ils ont doublé. Pourquoi est-ce que ça a été aussi vite? Parce que justement, on est dans une phase de transformation, de changement, ce qu'on appelle le paradigme. Les médicaments étaient principalement à base chimique il y a 20 ans, puis on est passé aux biotechnologies et maintenant on passe à la génomique, c'est-à-dire des médicaments, des vaccins qui sont construits à partir du gène ou ce qui transporte l'information génétique comme l'ARN messager. Donc si vous désinvestissez alors que vous changez totalement de base technologique, il n'y a pas besoin d'être un grand expert pour comprendre que vous vous effondrez. C'est d'autant plus navrant que ça a été très bien dit par M. Pascolo, que la France, pour l'ARN messager, a été leader mondial. On a découvert l'ARN messager, mais c'est vrai sur l'ensemble de la recherche génomique. La France, jusqu'aux années 2000, était considérée comme un des pionniers de la recherche génomique. Des sociétés comme Transgène, comme Celgène, ça ont été créées en France. Donc, on ne va pas désespérer. Il n'est pas trop tard, mais il est urgent d'agir. Et quand on a là cette technologie que l'on connaît, que l'on maîtrise, ce qui n'est pas le cas de beaucoup de pays, eh bien, créons un grand écosystème, ce que moi j'appelle l'Airbus de l'ARN messager, qui contienne des briques autour de la recherche et du développement et un grand pôle de bioproduction. Vous savez, pour construire un pôle au niveau français ou au niveau européen?
si on l'appelait l'Airbus, c'est que je pense qu'il faut un consortium de sociétés. La question, c'est pas d'être nationaliste, il ne faut pas que ça soit franco-français. Vous prenez des partenaires qui sont intéressés, et il y en a aussi bien dans la recherche que dans la bioproduction. Mais il faut que l'État ait la vision. Il faut que, comme ça a été le cas pour Airbus, il faut donner un grand élan avec un soutien politique, au moins français, que la France soit pionnière, encore une fois, parce qu'on a notre légitimité. Je ne dis pas ça parce que tout d'un coup, l'ARN messager arrive. C'est que la France est légitime. Encore, attention, parce que ça va très vite. Vous savez, c'est 150 millions d'euros et ça prend 6 mois pour créer un site de bioproduction. Dernier point, pourquoi est-ce que c'est aussi une opportunité ? Vous donnerez la parole tout à l'heure, hein. Vous dites dernier point, mais... Ah d'accord. Non, pourquoi on va y revenir, on va préciser les choses sur cette Airbus nationale. On ira plus loin. Je vais continuer avec les questions des internautes et le docteur Pascolo. Question de Dominique encore, qui justement s'interroge, dit on a mis en évidence dans les années 60 cet ARN messager, pourquoi c'est pas davantage utilisé? Et puis Julien qui demande pourquoi on l'utilise justement dans les vaccins, comment les laboratoires synthétisent cet ARN dans la production des vaccins? Alors, pour rebondir aussi sur ce qui vient d'être dit, oui. Donc on a, comme je l'expliquais, découvert l'ARN messager en France en 1961, mais la première utilisation d'ARN messager synthétique pour un vaccin est à nouveau en France. Le premier article publié sur le vaccin ARN messager est par une équipe française du professeur Meulien en 1993. Donc vous voyez que la France a identifié en 1961 l'ARN messager naturel dans les cellules et l'a utilisé effectivement en 1993 pour faire des vaccins, donc de l'ARN messager synthétique en liposome, publication française de 1993 de l'équipe du professeur Meulien, un vaccin anti-grippe validé chez des souris. Maintenant, pourquoi ça n'a pas été utilisé ? Les équipes à l'époque, donc en 1993, du professeur Meulien, n'ont pas non plus vraiment vu l'intérêt par rapport à l'utilisation d'ADN, de l'utilisation de l'ARN. Ils l'ont fait, ils l'ont montré que ça fonctionnait, ils l'ont breveté en 1993, mais à l'époque, effectivement, l'ADN était vu comme plus facile à produire et plus facile à stocker et à utiliser. Et là, c'était une notion que nous, ensuite, en Allemagne, à Tübingen, à partir de 1993, on a infirmé dans le sens où, effectivement, produire l'ARN messager est très simple, contrairement à ce que les communautés scientifiques et médicales dans le monde entier pensaient. Le monde scientifique médical travaillait sur les ADN, donc parce que c'est facile à produire dans le laboratoire, c'est très stable, et ça vaccinait aussi. Et nous, on a pensé que l'ARN, justement, avait certains obstacles, mais surtout grâce à la dégradation in vivo dans les cellules, un avantage de sécurité par rapport à l'ADN, puisque l'ADN, lui, est plus stable et peut théoriquement aussi persister. Lorsque vous injectez un ADN recombinant, comme les adénovirus, par exemple, d'AstraZeneca, vous voyez sur la photo ici, donc l'AstraZeneca est un vaccin à base d'ADN. Donc là, vous avez une possibilité, l'ADN étant stable, que ce que vous injectez reste de façon stable dans l'organisme. Alors que vous voyez l'ARN ici en vert, qui est le vecteur de vaccination de BioNTech, de CureVac et de Moderna, est détruit assez rapidement, donc il ne persiste pas. La même chose pour les protéines, qui est le vaccin de Novavax contre le Covid, les protéines ne persistent pas. Donc l'ARN et les protéines ont cet avantage d'être vite dégradés, c'est un avantage de sécurité. Mais dans les années 90, c'était vu comme un désavantage. Les gens pensaient que l'ARN serait trop instable pour être utilisé comme médicament. Et nous, à Tübingen, effectivement, on a été les premiers à se dire non, ça va fonctionner, on va l'optimiser. On a réalisé la première production pharmaceutique d'ARN messager avec CureVac qu'on a créé pour cette raison, pour avoir une structure industrielle de production d'ARN messager synthétique, parce que ça n'existait pas à l'époque. Et on a fait les premiers essais cliniques, on a injecté les hommes, d'abord moi, avec de l'ARN messager codant pour une protéine de luciole, pour vérifier que l'ARN messager synthétique fonctionne aussi chez l'homme. Et ensuite, on a fait des vaccins ARN messager pour des patients cancer. À partir de 2003, on a publié ces informations en 2007, 2008, 2009. Donc, les premières injections d'ARN messager synthétique chez l'homme et en tant que vaccin chez les patients cancer. Et alors, Fleur demande justement, parce qu'on a Julien qui s'interroge sur comment c'est synthétisé, mais il y a aussi Fleur qui nous dit, mais est-ce que c'est vraiment plus rapide à développer que les vaccins traditionnels ? Oui, et on l'a vu dans la pandémie. Parce qu'au début de la pandémie, toutes les compagnies qui font des vaccins ont commencé à développer un vaccin contre le SARS-CoV-2 et on a vu que le plus rapide, c'était effectivement l'ARN messager. Moderna, aux États-Unis, a été la première compagnie à injecter un vaccin expérimental à partir du 16 mars chez des volontaires. Donc on a vu en temps réel, pendant une pandémie, l'ARN messager, effectivement, est le plus rapide à produire. Pourquoi cela ? C'est ce que j'ai montré.
j'ai montré ça sur la première photo, c'est l'histoire de la photocopieuse. Ouais. Donc à ce moment-là, quand vous avez une information génétique, donc un livre, que ce soit l'information génétique d'un virus, d'une bactérie, d'une cellule tumorale, c'est comme un livre. Donc une fois que vous avez le livre, vous avez une production qui est comme une photocopieuse. Donc vous mettez le livre, la bonne page sur la photocopieuse, vous appuyez sur le bouton et vous avez 1000 photocopies, donc 1000 molécules d'ARN à partir d'une molécule d'ADN. C'est pour ça que l'ARN est très facile à produire. Une fois que vous avez cette photocopieuse, donc une industrie et des équipements qui permettent de produire l'ARN, vous pouvez produire n'importe quel ARN messager, n'importe quelle page du livre peut être photocopiée par la photocopie, n'importe quel ADN peut être transcrit en ARN quand vous avez une production d'ARN messager. Alors que quand vous avez une production de protéines et que vous êtes expert pour produire par exemple une protéine de la grippe et qu'on vous demande de produire une protéine du SARS-CoV-2, vous allez devoir réoptimiser, réanalyser les méthodes de production, de purification et de préservation de votre nouvelle protéine parce que chaque protéine est un nouveau projet. Alors que l'ARN messager, comme la photocopieuse, vous appuyez sur le bouton et vous l'obtenez sans jamais avoir de problème. Donc si vous me donnez une séquence génomique maintenant, un ADN codant pour une protéine, en quelques jours, je vais vous faire l'ARN et sans échec. C'est-à-dire que vous aurez dans quelques jours votre ARN, quelle que soit la séquence d'ADN que vous me donniez, quel que soit le gène qui est codé et qui doit être utilisé dans le vaccin. C'est pour ça que c'est très rapide. Professeur Bizard, quand on entend ça, on se dit c'est quand même dommage qu'on n'ait pas cru à cette technologie plus tôt. Est-ce que le système de santé aussi n'était pas un petit peu empêtré dans des habitudes? Est-ce qu'il n'y a pas uniquement un problème d'investissement santé publique, il y a aussi un problème de croire en la nouvelle technologie et de lancer des projets. Je pense à l'exemple par exemple de Valneva à Nantes, qui n'a pas été suivi par la France, qui a reçu en revanche des commandes de la part des Anglais. Oui, alors bon, Valneva c'est différent. Valneva a racheté une société qui avait une usine en Écosse et donc ça a été un peu un deal entre vous développez, vous produisez dans mon usine et je vous subventionne. Pas de tout mélanger. Pas tellement suivi non plus. Non, mais Valneva n'était pas sur l'ARN messager. Mais juste si on reste sur l'ARN messager, d'abord ce que dit Monsieur Pascalot est quand même intéressant pour se rendre compte de la profondeur et de l'importance de la révolution technologique. C'est-à-dire c'est à la fois beaucoup plus rapide à développer, le profil bénéfice-risque dont on parle tous les jours est bien au-dessus des autres, on le voit très bien, c'est-à-dire qu'à la fois vous avez moins d'effets secondaires, on a vu quand même que le profil était très bon en matière de sécurité, et puis c'est plus efficace. Et enfin, c'est plus facile à produire. Même si c'est plus facile à produire tant qu'on maîtrise la technologie, hein, tout est relatif. Bon, donc on voit que c'est une vraie révolution. Pourquoi est-ce que la France est en dehors du coup? C'est une très bonne question, parce qu'il y a, comme pour tous, ça s'explique. C'est-à-dire qu'encore une fois, depuis 20 ans, nous n'avons pas fait de la santé un secteur stratégique en France. C'est-à-dire que nous n'avons pas organisé le système, institutionnellement par exemple, pour qu'on puisse voir loin, pour qu'on puisse avoir un vrai plan stratégique. Parce que les choix technologiques, vous êtes obligés d'avoir un plan stratégique à 10 ans, 15 ans, 20 ans. Et en fait, notre système de santé, qui est en fait un système de soins, qui pilote des hôpitaux, qui pilote des professionnels de santé, est géré principalement selon une approche comptable et année après année. Vous savez, on gère un budget de santé à travers la loi de financement de sécurité sociale, et puis on essaie de faire des économies pour que ça rentre dedans. Alors comme il y a un vieillissement de la population, comme notamment il y a des innovations, pour faire rentrer un budget dans 2 à 3% de croissance, eh bien on rabote. Voilà la gestion du système de soins depuis 10-15 ans. Bon. Donc forcément, vous passez à côté de l'essentiel. Et l'essentiel, c'est une fois tous les 10-15 ans, vous avez des révolutions technologiques. Et alors qu'elles sont sous vos yeux, parce qu'en France, elles étaient sous nos yeux, ça a été rappelé, passe à côté. Donc je pense que de la même façon que cette crise doit nous amener à repenser, mais sans auto-flagellation, parce que nous avons tout pour être encore un des leaders mondiaux dans ce secteur-là. Nous l'avons assez dit, nous avons des professionnels de santé absolument remarquables, ce qui est quand même la matière première essentielle d'un système. Là, nous avons des chercheurs absolument remarquables dans la génomique. Certains sont partis en France, mais en tout cas, nous avons un terreau de chercheurs absolument remarquables dans la génomique. Donc, il faut vraiment repenser le système avec lui donner une capacité de se projeter à 5 à 10 ans. Par exemple, créons une agence de l'innovation qui regroupe toute cette multitude d'agences pour arriver à l'homologation d'un médicament, mais qui soit tournée sur l'innovation. Bon, ça c'est un exemple. Vous regroupez les 4-5 agences qui permettent à un médicament d'aller sur le marché pour au moins accélérer. Vous savez qu'en France, l'accès au marché, c'est 500 jours. En Allemagne, c'est 100 jours.
Donc quand vous êtes industriel avec une vision mondiale, vous savez où vous allez aller. C'est pour ça que l'Allemagne a considérablement développé son industrie pharmaceutique, c'est qu'elle a simplifié son administration, ses procédures d'accès au marché. Vous voyez, ça coûte rien. Ce qui a un peu de désolant, c'est que depuis des années, quand vous interrogez un politique, on vous dit, mais regardez, la première chose qu'il va vous dire, mais regardez les milliards que l'on a mis sur la chose. Tout ce qui coûte très très cher, mais qui, in fine, en fait, ne change rien. Parce que si vous mettez beaucoup d'argent dans un système qui est peu efficace, finalement, vous l'améliorez qu'à la marge. Vous voyez, c'est le cas pour l'hôpital, par exemple. D'accord ? Mais plutôt que de le repenser, de faire, par exemple, les réformes de gouvernance qui ne coûtent zéro, qui ne font que simplifier, qui ne font qu'améliorer les procédures, qui ne font que redonner de l'énergie à ceux qui y travaillent, ça, on ne le fait pas. Parce qu'il y a un manque de vision politique. Et clairement, cet ARN messager, parce que non seulement on est à côté, mais on reste à côté. Il n'y a pas eu un seul euro d'investi dans l'ARN messager, autre que faire du flaconnage. Et encore une fois, pourtant, c'est pas peine d'essayer d'éclairer. Quand vous parlez donc de la stratégie d'un Airbus de la santé autour de l'ARN messager, ça veut dire partenariat public-privé? Oui, absolument. Vous avez raison de le signaler. C'est-à-dire quand vous lancez ce type de projet, d'abord, encore une fois, il faut regarder sur le long terme. L'ARN messager, c'est révolutionnaire, c'est ce qui va nous permettre de sortir de la pandémie, mais ça va aller bien au-delà de cette pandémie, sur le plan de la vaccination. Vous savez, la théorie économique est assez claire là-dessus. D'abord, il faut voir que la croissance économique dépend de l'innovation. Ce qu'on appelle le potentiel de croissance à long terme dépend de l'innovation. Regardez, si vous prenez les 3 laboratoires, CureVac, BioNTech, 2 Allemands, un Américain, Moderna, les deux derniers annoncent déjà des chiffres d'affaires de 45 milliards pour 2021. C'est-à-dire qu'une technologie comme ça, qui est sortie l'année dernière, même si elle a été travaillée depuis des années, comme ça, va créer le chiffre d'affaires équivalent à une année de chiffre d'affaires normal de la vaccination. Donc ça, c'est ça donc c'est du développement économique, principalement en Allemagne et aux États-Unis. La deuxième chose, c'est que c'est ce qu'on appelle, c'est destructeur. C'est-à-dire que ça remplace les technologies existantes. Donc si vous n'êtes pas dans le train de l'ARN messager, je pense à Sanofi par exemple, vous risquez de ne plus être dans le train de la vaccination demain. Non pas que toutes les autres technologies vont disparaître, mais enfin cette technologie qui est supérieure technologiquement, il n'y a pas de raison qu'elle ne remplace pas un grand nombre de vaccins existants avec d'autres technologies. Merci beaucoup. Malheureusement, je n'ai pas le temps de poser les autres questions de nos téléspectateurs. Il y avait Fanny notamment qui nous a posé des questions, ou encore Germain. Alors juste pour Fanny, la question de l'utilisation de l'ARN messager dans d'autres maladies, on l'a vu avec le docteur Pascolo, c'est aussi utilisé en cancérologie. Bon, alors merci docteur Pascolo. Je n'ai pas le temps de vous redonner la parole, mais vous avez été très clair. Je rappelle que vous êtes immunologiste, spécialiste de l'ARN messager, cofondateur de CureVac. Et merci au professeur Bizard, président de l'Institut Santé, professeur d'économie. À suivre, on va parler d'autres types d'alertes. Il s'agit de l'alerte cyber. On va voir quelles sont les nouvelles du cybercrime. Nous sommes de retour sur le plateau de Smartech. Cette fois, c'est pour notre rendez-vous avec Damien Bancal, journaliste spécialisé en cybersécurité, fondateur du site d'alertezataz.com. Bonjour Damien. Alors, bonjour. Cette semaine, vous allez nous chroniquer l'actu du cybercrime à travers des histoires dont les cibles sont plutôt étonnantes. Oui, clairement, il faut savoir que les pirates informatiques, on en parle beaucoup et on sait qu'ils se sont intéressés aux universités, qu'ils se sont intéressés aux mairies, qu'ils se sont intéressés aux hôpitaux. Sauf qu'ils ne s'intéressent pas qu'à ce genre de secteur économique. Je vous en ai trouvé 2-3 qui sont complètement étonnants, comme par exemple les garagistes. Alors, depuis quelques mois, ces pirates informatiques, se sont intéressés à notre garagiste, à notre contrôle technique. Alors, bien sûr, vous l'aurez compris, pas à notre voiture physique, non, mais plutôt aux documents qu'on peut y laisser. En plus de tenter de faire chanter les sociétés en mode ransomware, vous savez, ces fameux logiciels qui prennent en otage l'informatique et les fichiers, ils s'intéressent aussi, donc, du coup, à nos voitures, mais à nos papiers, à nos pièces d'identité, à nos cartes grises, à nos plaques d'immatriculation. Leur mission, tout simplement, c'est de mettre en main toutes ces informations qu'ils vont tenter de revendre, qu'ils vont tenter de substituer pour faire de l'usurpation d'identité, voire carrément blanchir des véhicules qui ont pu être volés. Ça, c'est le premier exemple. Le deuxième exemple est encore plus étonnant. On vous écoute sur le deuxième exemple. Alors, le deuxième étonnant,
C'est quoi? Ce sont les pompes funèbres. Alors, c'est complètement fou. On pourrait se dire, mais pourquoi ces gens s'intéressent-ils donc aux personnes décédées et à leurs familles? Eh bien, il est là le problème. Ils s'intéressent aux pompes funèbres. Pourquoi? Parce qu'ils vont pouvoir accéder à des informations de personnes décédées. Et à partir de ces éléments-là, que vont-ils faire? Eh bien, ils vont créer de vraies fausses identités. Et imaginez le trouble, imaginez le problème. Vous vous retrouvez, vous, parent de quelqu'un décédé, ami, eh bien, avec peut-être une plainte pour malversation sous le nom du défunt. Les malveillants, c'est ça qu'ils recherchent. Toutes les données d'une personne décédée. Et dans ces données, par exemple, c'est quelle est sa page Facebook, quels sont ses mots de passe. Comme vous pouvez le voir là à l'écran, par exemple, c'est une boutique qui ne vend que des données volées. Et ils les vendent à qui? À d'autres pirates informatiques. Alors imaginez si ces pirates accèdent par exemple au Facebook ou au compte mail d'une personne décédée, eh bien c'est véritablement le problème parce qu'ils vont pouvoir se faire passer pour lui et une personne décédée va avoir drôlement du mal à pouvoir se défendre. Et le défunt ne pourra pas se plaindre et les familles face à des plaintes impossibles à vérifier sont complètement dans le désarroi. Allez, un dernier exemple très rapidement, c'est sur les sites de rencontres. Oui, c'est complètement fou. Là aussi, je vous ai trouvé une boutique où les pirates se sont intéressés à tous les sites de rencontres. Alors, ils se sont dit, je ne vais pas pirater les sites de rencontres, mais comme vous le voyez à l'écran, ils se sont intéressés à tous les internautes qui vont sur ces sites de rencontres. Et leur mission, c'est quoi? Eh bien, d'accéder d'abord à vos secrets intimes. Après tout, les rencontres amoureuses, c'est très intime. Mais donc, il va y avoir possibilité d'usurpation d'identité, mais aussi tenter de piéger d'autres personnes. Imaginez peut-être, vous êtes en contact avec une dame ou un monsieur travaillant pour une grande entreprise. Eh bien le pirate, par ce biais-là, tentera de les attaquer grâce à vous par rebond. Merci Damien Bancal. Je rappelle que vous êtes journaliste spécialisé en cybersécurité, fondateur du site d'alertezatas.com. À suivre, c'est notre opération Tech contre Covid. Smartech contre Covid, c'est notre opération spéciale pour donner un coup de pouce à ces technologies qui peuvent nous aider à sortir ou traverser au mieux la crise sanitaire mondiale. Bonjour Cécilia. Bonjour. Aujourd'hui, vous êtes venue accompagnée de François-Louis Guillucci, cofondateur de BeLifeline. Alors Cécilia, qu'est-ce que c'est BeLifeline ? Oui, alors BeLifeline, c'est une marque en fait qui regroupe deux entreprises. Bisley France, d'abord fabricant dans l'aménagement des espaces de vie, c'est social, coworking, travail à la maison, et puis AS Conseil, spécialisé dans le développement de concepts produits pour de grandes entreprises. Alors ces deux entreprises, elles ont été forcément touchées par la pandémie et particulièrement leurs clients. Alors elles ont décidé de s'unir pour proposer leur savoir-faire au service de leurs clients, pour les accompagner à traverser cette crise. Alors, du coup, Bisley, premièrement, a mis au point ce qu'on appelle une bulle, un sas de désinfection qui s'appelle Isola. Vous allez le voir sur les images, c'est une capsule gérée par l'intelligence artificielle et bourrée de technologies. Détection du port du masque grâce à une caméra, prise de température grâce à un capteur, désinfection par ionisation. Un véritable sas de décompression, si j'ose dire, qui va sécuriser les rencontres professionnelles au bureau. Et puis de son côté, la société AS Conseil a profité de son implantation, un bureau en Chine précisément, pour aller chercher des produits efficaces contre le SRAS, puisque la Chine avait déjà été touchée par le SRAS. Et donc, elle a récupéré des technologies qui sont, par rapport à celles qu'on trouve en Europe, déjà bien avancées, dont une qu'elle a ramenée dans ses bagages. C'est un tunnel gonflable de fabrication militaire qui se monte et se démonte en 3 minutes chrono, qu'on peut installer à l'entrée de n'importe quel établissement. Il suffit de passer à l'intérieur pour que tout soit désinfecté, nos habits, nous-mêmes, les objets qu'on porte, une brumisation sèche 100% éco-responsable, c'est important, qui désinfecte l'air et les personnes à base d'eau et de sel avec un processus d'électrolyse. Voilà pour ces deux exemples de technologies mises au point par cette coalition de deux entreprises. Alors je me tourne vers vous, François-Louis Guillucci, merci d'être venu, cofondateur de BeLifeline et donc président aussi de Bisley, une des deux entreprises. Vous avez créé tout un ensemble de solutions finalement pour accompagner toutes ces entreprises, une formule 360. Est-ce que ça va correspondre à tous les budgets ? Oui, bien sûr, ça a été fait pour correspondre à tous les budgets, mais aussi à tous les types de lieux et à tous les types d'usages. Donc, fort de nos succès, nous, de notre côté, un sas de désinfection pour sécuriser les accès des entreprises, les structures d'accueil et assainir les personnes qui s'y rendent.
nous avons voulu développer une gamme beaucoup plus large avec un ensemble de produits complémentaires aux solutions déjà existantes mises en place par les directives gouvernementales. Pour pouvoir, comme par exemple le port du masque, les gestes barrières, les désinfections des mains, le télétravail et le vaccin, bien sûr. Donc l'idée, c'est de pouvoir participer et développer une désinfection à 360 degrés pour 3 niveaux d'application, à savoir la désinfection des personnes, la désinfection de l'air et la désinfection des surfaces. Alors pour les personnes, bien évidemment, ce sont des portiques et des sas de désinfection. Pour l'air, ça va être des dalles lumineuses et des purificateurs d'air. Et pour les surfaces, des brumisateurs ainsi que des générateurs de solutions désinfectantes. Et ces solutions, c'est vous qui les créez dans votre branche recherche et développement, ou vous allez les chercher de la même façon qu'AS Conseil est allé chercher en Chine? Alors nous, par exemple, pour le SAS, nous travaillons avec une société depuis une dizaine d'années. Nous avons été les précurseurs des salles de réunion nomades dans les entreprises, il y a à peu près une quinzaine d'années. Et la société Faram, qui a développé le produit Isola, avec nous avons décidé, il y a à peu près un an, au départ de la pandémie, de se réunir afin de pouvoir mutualiser nos ressources et nos savoir-faire. Donc vous allez chercher des partenaires Bien sûr. L'idée, c'est pas... Parce que vous n'êtes que 2, finalement. L'idée, dans une situation de crise, c'est vraiment de trouver des partenaires, de fédérer autour de nous des partenaires, les meilleurs produits qui puissent être utilisés par tous nos clients qui sont demandeurs, qui ont des préoccupations sur le thème de la crise sanitaire. Et donc l'idée, c'est de les accompagner pour la mise en place, de les rassurer, de déterminer avec eux l'itinéraire de vulnérabilité des personnes dans leur espace et surtout de déployer ces solutions pour renforcer les protocoles sanitaires qui sont indispensables pour la reprise de notre économie et de nos activités en règle générale. Tout à l'heure, j'ai parlé d'une solution 100% éco-responsable. Ça, c'est un objectif dans les solutions que vous proposez, dans la formule? Bien sûr, tous nos produits sont certifiés, bien évidemment, mais ils sont aussi tous 100% éco-responsables. C'est l'occasion de la crise sanitaire. Ça veut dire quoi exactement? Alors, par exemple, nous utilisons une solution désinfectante qui est de l'eau, qui est à base de sel. Et cette eau va être adoucie par un procédé d'électrolysation qui va permettre de générer des anions, c'est-à-dire des ions négatifs, qui vont participer à la désinfection, en tout cas à l'assainissement des personnes et des lieux. Donc cette eau est fabriquée en France, à Puteaux. Elle dispose d'un numéro d'agrément au ministère de l'Environnement. Elle fait partie des 1000 meilleurs produits bons pour la planète. C'est pour nous une priorité de mettre en place, non pas de soigner le mal par le mal, mais d'apporter à chaque fois une solution éco-responsable. L'idée encore, c'est d'utiliser des produits propres qui ne rejettent pas de chimie, ni dans l'atmosphère, ni dans l'air que l'on respire tous les jours, ni dans les nappes phréatiques, par exemple, ni à la planète. C'est-à-dire aujourd'hui, je vais vous donner un exemple. Oui. Nous travaillons avec un groupe qui est General Electric. Et aujourd'hui, justement, ils utilisent beaucoup de désinfection de surface parce qu'ils ont des ateliers, ils fabriquent des produits médicaux qui parfois reviennent pour être nettoyés. Ils doivent les nettoyer à grande eau avec des désinfectants et souvent des produits chimiques. Et ces produits chimiques sont rejetés dans les nappes phréatiques, voire dans les stations d'épuration. Et donc l'idée, c'est de leur permettre, à partir de l'eau in situ, de fabriquer de la solution désinfectante à partir de technologies innovantes, que ce soit l'eau par la solution désinfectante par électrolyse ou que ce soit par trioxygénation de l'eau qui permet justement pendant une période de 4 heures d'avoir des solutions désinfectantes. Dernière question, vous avez rencontré récemment le président du MENEF, Geoffroy Roux de Bézieux, également le premier président du Sénat, M. Carucci. Quel était le but de ces rencontres ? Je crois que le but de ces rencontres, c'est surtout pour eux de se rendre compte qu'il y a en France énormément de capacités créatrices et régénératrices, un certain nombre de communautés de personnes qui réfléchissent, qui travaillent, qui sont force de proposition.
Donc ils ont commencé par venir nous voir. Nous, effectivement, Donc ils sont venus vous chercher. Voilà, absolument. Ils sont venus nous rencontrer. Le président du MEDEF est venu avec ses présidents de secteur afin de comprendre nos solutions, de les vérifier, de les tester avec nous, de les vivre avec nous. Donc on a pu faire bien sûr une présentation d'une demi-heure, mais pendant 1 heure, à travers des ateliers, nous avons pu répondre à toutes les questions qui se posaient à la fois sur la partie écologique, à la fois sur la partie certification, normes européennes, normes françaises. Ça veut dire qu'il va y avoir des adoptions concrètement ? Écoutez, ça serait vraiment l'idéal. On peut imaginer aujourd'hui que, comme vous avez aujourd'hui le droit d'utiliser un extincteur dans une société pour éteindre un feu, ou que vous avez la possibilité d'utiliser un défibrillateur pour donner les premiers gestes de secours pour un arrêt cardiaque, on peut imaginer qu'en cas de situation de crise sanitaire, on pourrait avoir une solution sanitaire qui nous permette de stopper le risque. Merci beaucoup François-Louis Gelfucci, cofondateur de Be Lifeline, et merci à Cécilia Sévry pour ce nouvel invité et cet éclairage tech contre Covid. Et merci à tous de nous avoir suivis. J'espère que vous aurez apprécié comme moi, notamment ces éclairages sur l'ARN messager. On a beaucoup parlé de Covid et de technologie aujourd'hui dans Smart Tech. À suivre, c'est le lab où pitchent les entreprises du numérique. Nous on se retrouve demain pour de nouvelles discussions sur la tech.